Je vais me présenter. Donc, Gonoï Natia, je suis ingénieure projet spécialisée dans les bâtiments durables et accompagnatrice BDO. Et voilà, j'ai l'habitude des commissions organisées par Envirobat. Je vais donner la parole à Claire Roman, qui fait partie, d'après les inscriptions, des membres de la commission. Oui, bonjour. Claire Roman, je suis chargée de projet dans le bureau d'études NEORCA. C'est un bureau d'études thermiques fluides. Voilà, et je suis accompagnatrice BDO et membre de la commission depuis quelque temps. Merci. Je vais passer la parole à Emmanuel Gloumeau. Bonjour à toutes et tous depuis Toulouse. Donc, je suis ravi de participer à cette commission aussi, cette première commission en visio. D'abord, je souhaite bon courage à toute l'équipe. Je me présente. Je suis également bureau d'études, assistant maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre dans la démarche de développement durable, que ce soit dans les phases d'aménagement, de construction, d'exploitation des bâtiments, avec une particularité sur le commissionnement. Et le bureau d'études, c'est Green Actitude. Merci. Et donc, c'était Christophe Fernic, si je ne me trompe pas, qui n'a pas pu mettre le MC. Tout à fait. Tout à fait. Le compte est bloqué. Donc, j'ai modifié mon image avec des initiales MC, pour ceux qui voient l'onglet. Donc, bonjour, je suis Christophe Fernic, conseiller environnement à la CCI de l'Hérault. Donc, j'accompagne les entreprises dans leur démarche environnementale et le volet construction durable, maîtrise de l'énergie et bien entendu un volet sur lequel on sensibilise et accompagne les entreprises. Très bien, merci. Je pense qu'on a fait le tour des membres de la commission. Il y a Isabelle Lecourt. Ah, Isabelle, alors pourquoi ça n'est pas affiché? Excusez-moi. Isabelle Lecourt, pardon. Bonjour, donc Isabelle Lecourt. Moi, je suis basée sur Alès, dans le Gard. J'ai un bureau d'études qui s'appelle Jéricho, que j'ai monté il y a une vingtaine d'années. Et j'accompagne des entreprises, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre dans leur démarche environnementale. Je suis accompagnatrice BDO et également accompagnatrice chantier propre. Et c'est ma première commission dans le cadre des jurys, que ce soit en visio ou en réel. Merci beaucoup. Donc cette fois, je pense qu'on a fait le tour des membres du jury. Oui, c'est bon. Du coup, Cyril, tu peux partager ton écran pour pouvoir afficher la présentation. Ok, c'est bon, on voit le… Oui. Très bien, bonjour à tout le monde. Donc, on va vous présenter le projet Ecolor d'FDI Habitat. Donc, bon, Christophe a déjà expliqué en quoi le nombre de… Donc, c'est 11 villas, Christophe, c'est 11 villas accolées en deux bandes, une bande de 6 villas, une bande de 5 villas et un bâtiment collectif de 14 logements avec un studio partagé. Voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter l'équipe qui va présenter le projet. Donc, Philippe Martin, le directeur d'FDI Habitat, qui est là, sur ma gauche. Grégory Bandolzer, le responsable pôle conception d'FDI Habitat. Anne Gall, un membre du collectif d'habitants Ecolor. Hugues Baudouin, l'architecte de l'atelier Inex-Inso. Il y a aussi Gilles Amblard du bureau d'études Alterbois, le bureau d'études structure, et moi-même en tant qu'accompagnateur et BET Fluide. Je vais passer la parole à M. Martin qui va vous expliquer un peu la genèse du projet et le contexte. Bonjour à tous, donc je m'appelle Philippe Martin, j'ai la chance de diriger FDI Habitat. Donc FDI Habitat est une société anonyme d'HLM. C'est la seule société anonyme d'HLM qui a son siège social dans l'Hérault. C'est une filiale d'un groupe coopératif. C'est une société coopérative pour l'intérêt collectif, pour l'accession à la propriété. C'est une SACICAP. Donc FDI Habitat gère environ 7000 logements sur plus de 120 communes de l'ex-région Languedoc-Roussillon.
et son patrimoine est principalement implanté sur le département de l'Hérault. Donc, depuis de nombreuses années, l'innovation et le respect de l'environnement font partie des engagements de notre service maîtrise d'ouvrage, qui a une forte activité de production, puisque FDI Habitat produit près de 300 logements par an. Et dans ce cadre-là, FDI Habitat a réalisé dès 2013 la première opération locative sociale qui a fait l'objet de BEPOS sur le Languedoc-Roussillon. Donc, sur le projet en question, donc, les relations qu'on avait instituées avec la ville de Moguio depuis 1992 nous ont permis de nous retrouver en partenariat avec la société Hors Aménagement, qui était aménageur de la zone. On s'est retrouvé sur ce projet d'habitat participatif qui entre complètement dans notre ADN du groupe pour tout ce qui concerne mixité, puisque ce projet présente une mixité sociale et intergénérationnelle, vous le verrez, au travers de logements à la fois collectifs, à la fois individuels, et qui mixe également de l'accession libre sous deux formes, soit de la location-accession, soit de l'accession libre normale, je dirais, et tout ceci associé au logement social. Donc c'est une opération pour nous qui est ambitieuse, hein, qui est déjà expérimentale et ambitieuse, qui nous permettra, dans un premier temps, de répondre à l'appel à projet NOAT, et qui nous permettra de capitaliser les éléments de réussite significatifs qu'on intégrera lors de nos prochaines réalisations. Tout ceci en vue de la recherche de l'économie énergie, mais également des économies de charges pour nos locataires, puisque nos locataires sont des locataires sociaux, donc avec des faibles revenus. Donc la part charge pour eux est un élément important. Et tout ceci pour le confort et le bien-être de nos futurs résidents. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et respecter le délai qui m'a été fixé. Très bien. Sur les enjeux, on va passer rapidement. Je ne vais pas les lister puisqu'on va y revenir point par point sur tout le long du déroulé. Donc, je vais passer la parole à Hugues Baudouin, l'architecte, qui va présenter le plan masse et les plans du collectif et des villas. Alors, on commence par cette perspective aérienne. Je vais m'attarder sur le peu de temps qu'on a sur le fond de ce projet, c'est-à-dire l'habitat. Car on a eu l'occasion d'y travailler avec des habitants et on a beaucoup échangé sur ces thèmes-là. Et ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une image en ayant parcouru ensemble tout un chemin. Alors, il faut comprendre que ce projet est inscrit dans une ZAC. Là, vous voyez l'implantation des 3 corps principaux des bâtiments tels qu'ils nous ont été imposés. On a réussi à venir inscrire au milieu le petit atelier partagé, mais ça a été la première difficulté, c'est-à-dire faire comprendre aux habitants qu'on était dans un premier cadre. Mais c'est par cet échange que finalement on arrive à des solutions qui arrivent à convenir à la fois à l'aménageur, à la fois à l'architecte de la ZAC qui est l'atelier Richesse à Paris et aux habitants. Excusez-moi de vous interrompre, simplement on ne voit pas la nouvelle slide. Parce que pour l'instant je suis toujours sur l'AXO. D'accord, je croyais que vous avez… Ben, on est toujours sur ambition du projet, contexte et genèse. On n'a pas vu la aérienne. Et là vous voyez l'AXO? Pas encore. Apparemment, on est 2 déjà du membre de la commission. Si l'Axono, c'est bon, ça marche pour moi. Moi, ça marche aussi pour l'AXO. Donc, il y a Claire et moi qui n'avons pas encore le… Bon, ça va peut-être s'actualiser, je ne sais pas pourquoi. Allez-y, continuez, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, tout ça va vous amener à comprendre la façade principale au sud qu'on voit là, qui peut interroger au départ. Comment on arrive à formuler une réponse à la fois demandée par l'architecte de la ZAC qui attendait une vraie façade urbaine sur le grand parc et sur le grand bassin côté sud. Et voilà, donc je vais vous donner les éléments pour que vous compreniez comment on arrive à cette réponse. Je vais passer sur le plan masse. Vous me dites si vous visualisez. Alors, je viens de passer sur la vue aérienne il y a 2 secondes. Exactement pareil. Bon, nous, c'est bon. Donc, vous avez une slide de retard. Voilà, c'est ça. Allez-y, on va s'en sortir. C'est pas grave, merci.
Essayez de suivre depuis vos diapos, membres de la commission. Alors, on s'attarde ici sur le plan masse pour que vous compreniez qu'au départ, tous ces corps de bâtiments n'avaient aucun lien commun. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prévus pour recevoir un habitat participatif. Donc, par exemple, très concrètement, là, ici, c'était l'entrée du parking. Il n'y avait pas une mutualisation des espaces. On a pu modifier certaines choses en discussion avec l'aménageur et l'architecte de la ZAC. Et ça, c'est une grande victoire, en fait, pour le groupe. C'est de remplacer un accès parking par une piste de danse, en fait. Parce que cette piste de danse, elle va être attenante à la salle commune partagée ici, au rez-de-chaussée de l'immeuble collectif. On a pu aussi mutualiser l'accès au parking, c'est-à-dire que ici rentrent les habitants du collectif et on traverse le rez-de-chaussée du collectif pour arriver ici au parking des habitations individuelles. C'est des petites choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais ce sont des points qui ont été beaucoup interrogés pendant toute la phase de conception. Je passe. Je vais passer, je reviendrai sur les plans parce que j'ai envie de m'arrêter sur des cellules spécifiques. Alors, on va d'abord passer en revue le collectif. Là, vous avez un plan du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée où, lorsque je vous indiquais la pièce commune, elle se situe ici. Et elle a deux entrées. Elle a une entrée qui s'ouvre vers la ZAC et une entrée qui s'ouvre vers le jardin partagé. Ça aussi, ça a été une vraie demande de la part de l'aménageur d'avoir un projet qui s'ouvre sur la ZAC. Et là, vous voyez aussi à ce niveau-là un escalier. Et cet escalier, il va donner accès à un studio partagé. Ce studio partagé, tous les habitants de la résidence pourra y prétendre. Donc, dans l'habitat participatif, on essaye à chaque fois de mutualiser plusieurs espaces. Là, c'est le petit studio qui arrive en réponse. Je vais essayer d'être rapide, parce qu'on m'a dit de faire vite. Je voulais aussi insister sur le collectif, sur la typologie des appartements. Vous vous rendez compte, si vous découvrez le projet, que l'ensemble des appartements est distribué par des coursives extérieures. Ces coursives extérieures donc, distribuent les appartements, et les appartements, on a vraiment souhaité les faire les plus traversants et les plus ouverts possibles. C'est-à-dire que chaque appartement, lorsque c'était possible, qu'on puisse avoir une libre circulation. Alors, ces appartements sont exposés est-ouest. Ça nous l'était imposé dans le plan masse de la ZAC. On a favorisé l'espace de vie des terrasses à l'est ouvert vers le jardin collectif. Donc, 3 étages, 3 niveaux d'appartements qui se superposent les uns les autres. On a du T2, T3, T4. Et voilà. Et donc, on retrouve même dans les T4 la possibilité éventuellement d'ouvrir des espaces quand les enfants sont partis ou même quand les enfants sont petits. Je passe. Là, j'arrive à... je vais vous présenter 2 plans types de maisons, une bande nord et une bande sud. Donc là, on est sur la bande nord. Alors la bande nord, là, c'était encore un travail différent parce que le groupe d'habitants constitué était préposé à habiter les villas. Donc là, on a travaillé avec un groupe qui a évolué au fur et à mesure du temps. Et dans ce groupe, comme à chaque fois et comme souvent dans les habitats participatifs, on se retrouve avec un certain nombre de seniors. Et c'est souvent les seniors qui sont moteurs des groupes d'habitants participatifs. Et donc, on a interrogé ici la cellule des seniors et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de travailler une cellule propre à la personne et superposée à ces espaces, des espaces qui seraient eux aussi mis en partage. Alors, pour qui? Pour des étudiants, pour des amis, etc. Et ce qui nous donne, alors là, on ne le voit pas tout à fait sur le plan, mais ce qui nous donne en phase conception, voilà, on va amener l'eau pour qu'une cuisine puisse être installée par la suite.
Voilà, donc ces logements, donc ils sont là, si je regarde la coupe, exposé plein sud, donc on a toute une structure qui vient protéger l'orientation sud et le patio au nord. Là, c'est un exemple d'habitat sur la bande sud, et là, je vais insister sur la coupe, dans le sens où on nous demandait de construire un front urbain, donc c'est la façade que vous avez vue sur l'Axo, là, c'est la façade qui donne sur le parc, et on a réussi à trouver une adéquation entre la demande des habitants qui ne pouvaient pas imaginer ne pas avoir un jardin au sud, et l'architecte de la ZAC qui ne pouvait pas imaginer ne pas construire un front urbain au bout de son schéma urbain. Donc la solution qui a été trouvée, c'est d'éloigner la façade sud, de créer un petit jardin, de venir au niveau de l'étage par-dessus le rez-de-chaussée afin de venir raccrocher le mur de limite de propriété. Le fait d'ouvrir au rez-de-chaussée, ça permet aussi de se dire que tous les jardins peuvent être en communication le long de ce muret. Voilà, je vous ai donné un point de compréhension à l'image que vous avez vue au départ. Allez, 2 slides pour terminer. La façade ouest du bâtiment collectif, où là, je montre effectivement, où je détaille un peu plus le travail qui a été réalisé avec les ingénieurs pour réussir à construire aujourd'hui une coursive extérieure, pas simple avec les prérogatives de sécurité incendie. Cyril fait la grimace, ça veut dire que je suis déjà trop long. Et on regarde la façade est du collectif, où là, effectivement, comme la façade ouest, on a tout un travail réalisé sur une végétalisation grimpante, le long de treilles. Là, ah ben là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Excusez-moi, je reviens en arrière. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc là, il y a l'escalier qui mène au studio. Le socle de couleur sombre nous était imposé aussi par la ZAC. Et je m'arrête là parce que je crois que j'ai pris mon temps. On pourra revenir par la suite au... Voilà. Très bien, bon, on va continuer. Bon, sur la fiche d'identité, on va un peu en parler tout le long aussi du déroulé. Globalement, on est très bien isolé. On a un bon bio, on a un CEP qui est quasiment à 0, voire négatif, grâce entre autres au photovoltaïque. Voilà, ici après il y a des questions sur le reste, on y reviendra plus tard. Je vais passer la parole à Grégory Badolzer sur la gestion de projet. Oui, donc effectivement, en gestion de projet maîtrise d'ouvrage, la volonté était commune, en tout cas, à réaliser un nouveau mode de logement, avec bien évidemment la commune de Moguio, leur aménagement et Ecolor. C'était avant tout concevoir et construire ensemble pour vivre ensemble. Donc c'est vrai qu'on est dans une configuration un petit peu particulière, une forme de co-maîtrise d'ouvrage entre FDI Habitat et Ecolor, où on a associé le groupe d'habitants à toutes les phases du montage d'opération, de la programmation, du choix de l'architecte, du programme de travaux. Là, on est en phase pro DCE et ils seront associés également sur la phase chantier. Ils ont pu voir avec nous, et en toute transparence, tous les volets du montage d'opération, autant sur le volet juridique, technique, mais également financier. En gestion de projet, sur ce dossier, effectivement, nous avions 3 orientations principales. Je reprends le terme, le premier fondamental, c'était effectivement ce que j'appelle le corridor social, pour faire, je dirais, référence au corridor écologique de la ZAC. L'idée, c'était d'avoir un espace de rencontre entre propriétaires et locataires qui ont choisi de vivre ensemble. C'est vraiment le groupe d'habitants qui s'attachera effectivement à administrer, gérer les espaces partagés et qui seront donc en capacité à proposer des projets associatifs et culturels au sein bien évidemment de la résidence, mais également avec une ouverture sur le futur quartier. Le deuxième fondamental, c'était de construire autrement. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est nous réinterroger, nous, FDI Habitat, sur nos pratiques. Et puis, la troisième orientation, c'est favoriser la filière locale en tant que bailleur local, en tant que bailleur social et local, soutenir les filières courtes nous semble fondamental.
et notamment pour pouvoir recourir à des produits certifiés comme les bois des Cévennes, des bois des Pyrénées, de l'isolant paille de riz de Camargue, nous semble effectivement essentiel. C'est également favoriser le réemploi de matériaux. Donc ça, c'est pour nous, ça va être une nouveauté, parce qu'on reste quand même tout de même soumis au code de la commande publique. Et c'est un sujet qui manifestement est très intéressant. Et enfin, pour finir, toujours dans notre rôle de bailleur social, c'est d'inclure effectivement des clauses d'insertion sociale sur nos marchés de travaux. Voilà, je laisse la parole. Alors sur le volet social et économie, on va donner la parole à Annie, qui est une des futures habitantes du collectif. Voilà, et je vais vous présenter notre groupe d'habitants, dont la majorité est présent sur cette photo. Alors pour nous, l'aventure, elle a commencé, pour certains d'entre nous, elle a commencé dès 2014, en participant aux ateliers publics de concertation organisés par leur aménagement pour imaginer le futur de la ZAC Fonte de Moguio. Puis, accompagné par l'association Écohabitons, un petit noyau d'habitants motivés qui voulaient créer un habitat participatif sur cette ZAC se sont regroupés dans une association qu'on a appelée Écolore. Dès le début, nous avons eu des acquéreurs et des locataires. Comme nous l'avons déjà dit, c'est essentiel pour nous d'avoir une mixité sociale et aussi générationnelle. Et les locataires, on a pu les trouver grâce à FDI Habitat et aussi en travaillant en collaboration proche avec le CCAS de Moguio. Et puis, là, on l'a déjà dit, collaboration entre leur aménagement et FDI Habitat et nous pour aboutir à la signature d'un protocole en juillet 2018 avec la mairie de Moguio et puis les 3 organismes enfin précités. Puis, nous avons commencé une collaboration fructueuse et conviviale avec FDI Habitat, en choisissant nos architectes, et nous avons travaillé avec les architectes et les bureaux d'études jusqu'à aujourd'hui. Événement important, en février dernier, la CICAPFAB, représentée par Frédéric Joson, qui doit être connecté avec nous, a évalué la qualité participative du groupe à travers un référentiel national. J'en dis pas plus parce qu'il y a quelques diapositives à ce sujet en fin d'exposé. Diapositive suivante. Nous nous intéressons là au schéma de notre projet vu avec le focus espace commun. D'une part, une salle commune, un studio partagé dans l'immeuble. D'autre part, un atelier partagé au centre du terrain. Nous imaginons faire dans la salle commune des activités récurrentes et ponctuelles et autour de l'atelier partagé, ce sont d'ateliers en sollicitant un certain nombre d'associations locales comme la ressourcerie du Pays de l'Or, l'association Vélo Pays de l'Or. Nous connaissons bien ces associations, un certain nombre de nos habitants en font déjà partie. De la même manière, pour le jardin partagé, comme pour le bassin paysager, qui est donc un espace public, mais mis à la disposition du voisinage, nous pensons collaborer avec Melgueil Environnement et les semeurs de jardin, qui sont des associations que nous connaissons bien pour les mêmes raisons, nous en faisons partie. Et ma dernière phrase, si je peux, c'est de dire que ces 2 associations qui viennent d'être citées ont déjà été sollicitées par l'aménageur pour collaborer à l'aménagement d'une grande zone d'agroécologie de 11 hectares qui est à l'est de la ZAC. J'ai terminé. Très bien. Alors, sur le thème territoire et site, on va passer vite, tu en as parlé. Le point important, c'est ce fameux corridor écologique que voulait la ZAC, c'est-à-dire on a une proximité avec la plaine agricole d'un côté et le centre-ville de l'autre. Et le but était de faire pénétrer la végétation à l'intérieur de l'îlot. Voilà, nous on est en haut ici. Donc voilà, par exemple avec le parc et du baraudage sans muret qui permet vraiment de laisser passer l'eau et aussi la faune. Voilà, après on a l'omniprésence du végétal sur la parcelle, ça on l'a vu, en façade, voilà la présence du végétal en façade, après aussi des protections solaires sur la parcelle. Sur les matériaux, globalement, on est quasiment en ossature bois partout, avec de l'isolant en paille de riz et de la fibre de bois qui vient
par l'extérieur pour enlever tous les points thermiques. On a des pignons en ITE, en isolation par l'extérieur, en fibre de bois sur le collectif. Toiture en charpente bois isolée également en paillis de Camargue. Point important, toutes les cloisons légères sont en structure bois. Voilà, aucune structure métallique et avec du parement en plaque de plâtre ou volige. Voilà, on a essayé de limiter l'utilisation de la plaque de plâtre. On a une petite partie en toiture étanchée. Le plancher du collectif est en béton malheureusement, mais compliqué de faire autrement, avec du plancher chauffant rafraîchissant. Sur les villas, on a de la poutrelle lourdie avec du plancher chauffant. Voilà, un plancher intermédiaire bois pour les villas. Sur le réemploi, on a beaucoup travaillé, on a travaillé avec Caprionis pour essayer de mettre le plus de réemploi possible. Voilà, donc on a des pistes beaucoup sur l'extérieur avec les pavés du parking, sur les cheminements piétons, les bordures, les tuiles, tout ce qui est barodage du parking, les clôtures. Et on aimerait aussi aller jusqu'au carrelage, faïence, éventuellement appareils sanitaires et robinetterie. Énergie, je vais revenir sur le chauffage de l'eau chaude, on va revenir de suite, voilà. Sur l'énergie, le point important, c'est la géothermie. On est en géothermie sur sonde sèche. Donc, on a 11 sondes de 100 mètres et qui va sûrement évoluer sur 7 sondes de 150 mètres et une boucle d'eau tempérée. La boucle d'eau tempérée, elle va alimenter la pompe à chaleur du collectif et les pompes à chaleur individuelles des villas. L'intérêt, c'est qu'on a des rendements très, très élevés. L'intérêt pour FDI Habitat, c'est du coup, on va avoir des charges très faibles pour les futurs habitants. On a très peu de maintenance puisque les sondes sont placées sous le parking et puis on n'y revient pas dessus. Et bien sûr, du confort pour les usagers, grâce aussi au plancher chauffant qui va permettre du rafraîchissement par géocoulis. Voilà, un régime d'eau très faible qui va augmenter les rendements. Voilà, pas de transport d'énergie, pas de pollution visuelle, ni sonore, puisque les pompes à chaleur sont dans des locaux, et une très faible emprise foncière. Bon, sur le suivi des consommations, on pourra y revenir plus tard. On a travaillé avec FHE. Ça va gérer, un point important, ça va gérer l'autoconsommation aussi du photovoltaïque. Sur l'énergie, on est sur le référentiel le plus C-, on est E3-CE1. Voilà, avec malheureusement une mauvaise prise en compte de la géothermie et réglementairement, et pas de possibilité de saisir de boucle d'eau. Voilà, donc on aurait pu être mieux que ça si ces points-là étaient mieux gérés réglementairement. Sur le carbone, on a un objet, on est C1 et on est proche du carbone 2, donc on aimerait y arriver. On voit qu'on a des pistes sur le VRD qui a un fort impact sur le carbone. Voilà, donc le réemploi va permettre de travailler un peu ce point-là avec du remblai, peut-être avec de la démolition, avec et tout ce qu'on a vu avant, les cheminements, les pavés, pour d'arriver au carbone 2. Sur l'eau, les points importants, c'est l'utilisation de l'eau brute pour l'arrosage, pas d'arrosage automatique, et surtout, on a 100% des surfaces extérieures qui sont perméables. Sur le confort et santé, donc on a l'indication des menuiseries, je vais passer. Un petit zoom sur le plancher chauffant, sur les villas. C'est un plancher chauffant qui est intégré aux poutrelles lourdies, donc KP1 fait ça, Réo fait ça. On a également la récupération de chaleur sur l'eau usée des douches, qui pour les villas est intégrée au plancher poutrelle lourdie. Et sur le collectif, on sera situé sous la douche ou la baignoire. On a fait aussi une simulation thermodynamique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a permis d'affiner tout ce qui est protection solaire et surtout ventilation naturelle. Hop, on va voir ici. Donc, sur la ventilation nocturne, on a déjà des logements traversants. Tous les logements sont traversants. On a des protections sur les chambres, c'est des volets coulissants à lame orientable. Et sur les séjours, on a un ouvrant dédié à la ventilation nocturne qui est à côté de la baie vitrée du séjour et qui permet d'ouvrir la nuit sans aucun problème d'intrusion.
Voilà. Et juste les coursives extérieures du collectif sont trouées pour qu'en tirage thermique, on puisse aussi ventiler cette coursive extérieure. Voilà, le FLJ, je passe. L'évaluation du référentiel d'habitat participatif, Frédéric Joson pourra en parler s'il y a des questions dessus. Je passe. Pour conclure, Grégory va faire une rapide conclusion. Je vais essayer effectivement pour conclure. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que notre projet est ambitieux. En tout cas, on le pense. Il est varié en termes d'innovation, il est riche en termes de relations humaines. Et à travers le groupe d'habitants qui nous écoute actuellement, nous sommes fiers de vous avoir présenté ce projet qui nous rassemble, de porter les valeurs d'un projet citoyen, d'habitat participatif, mixte et intergénérationnel, de pouvoir soutenir les filières locales. C'est un projet également qui nous interroge et qui nous réinterrogera encore sur les modes constructifs. On est peu coutumier quand même des projets en mixte béton-bois. Et également pour les châssis, on a des châssis bois menuiserie, et des menuiseries mixtes bois alu. Effectivement, c'est vraiment cette démarche BDO réinterroge nos pratiques. Ce projet nous permettra également de répondre concrètement à la préservation de la biodiversité. On en a peu parlé, mais effectivement, on a une végétalisation des façades, 100% des espaces extérieurs sont imperméables. Vous aurez plus de détails à travers la plaquette. L'objectif aussi, c'était d'explorer pour nous de nouvelles solutions d'approvisionnement et de distribution d'énergie. On est sur la géothermie avec un plancher chauffant rafraîchissant, on est sur de la récupération de chaleur sur douche, on a du photovoltaïque, du comptage intelligent. Effectivement, tout ça doit favoriser le confort des usagers. Et enfin, en termes d'objectifs, on a des objectifs ambitieux également en termes de label, avec un E3C2, effectivement. L'objectif, c'est de tendre vers ce C2, et éventuellement viser le label facultatif, réglementation environnementale 2020, qui doit être, alors je dis facultatif parce que c'est le sujet aujourd'hui d'une concertation qui doit avoir lieu cet été par le ministère de la Transition énergétique. En tout cas, l'objectif, c'est de tendre vers ce label. Pour finir, ce sera mes derniers mots. Le caractère quelque part expérimental de ce projet se traduira donc par des retours sur expérience qui seront collectés auprès de nos services du patrimoine chez FDI Habitat, mais également auprès de nos clients locataires et nos clients accédant à la propriété. Il s'agira bien évidemment ensuite, il s'agira de capitaliser donc sur les réussites et redéfinir la programmation FDI Habitat de demain. Voilà, merci pour votre attention. Donc le radar là, collectif et la synthèse du projet. Sur les points innovation, Christophe, on les présente maintenant? Oui, tu peux les présenter, comme ça tout le monde les a en tête. Ouais, donc on demandait 5 points d'innovation sur les matériaux avec la paille de riz Camargue et également le fait d'avoir des cloisons légères sans structure métallique, donc en bois, structure bois, notamment avec des dialogues avec le collectif qui a une personne spécialisée dans la géobiologie. On demande un point pour avoir de la géothermie sur sonde sèche et également un point pour avoir la boucle d'eau tempérée qui permet vraiment de mutualiser toutes les sondes avec à la fois le collectif et les villas. Un point également pour avoir 100% des surfaces extérieures perméables, voilà, y compris parking, cheminement, tout. Et un point pour les espaces partagés avec le quartier et pas seulement avec les voisins. Voilà, donc les acteurs du projet, le maître d'ouvrage FDI Habitat, les futurs habitants du collectif Ecolor, l'architecte Atelier Nextenso, on a un architecte pour l'exécution qui est Cardin Gabriel, BUT Durand pour le fluide et la MOQEB, Altea Bois pour la structure, Pialo Escan pour l'acoustique, Seri pour le VRD, Marcusi pour l'économie et MCG pour l'OPC. Merci beaucoup pour votre présentation.
Je vais du coup tout de suite laisser la parole aux membres de la commission. Donc n'oubliez pas de, si vous avez une question à poser, lever la main s'il vous plaît. Et comme ça, je vous donne la parole. Donc ça va être la séquence des questions-réponses des membres de la commission jusqu'à peu près 15 heures. Et puis à partir de 15 heures, on va passer la parole au public. À vous. Hop. Mince, j'ai loupé qui a levé la main en premier. Excusez-moi. Je vais laisser la parole à Gwendoline, du coup. C'était Emmanuel qui a levé la main, je crois. Ah, c'était Emmanuel. Eh bien, Emmanuel, alors, vas-y. T'as ton micro, Emmanuel. Oui, je fais l'honneur de laisser la main à Gwendoline. D'accord, merci, monsieur Honoré. J'avais une question. Bon, félicitations, c'est un très beau projet qui va au bout des réflexions, au bout des choix et des choix techniques. Donc, bravo. J'avais une question sur la géobiologie. Est-ce que vous donnez l'exemple des structures, donc des cloisons légères? Est-ce qu'il y a eu d'autres modifications issues du passage du géobiologue? Je prends la parole. Alors, non, ça reste un échange informel entre une future habitante qui était sensible à la question, mon associé aussi, Hervé Redarès, qui est lui aussi sensible à la question. Et elle est revenue à la fin sur la question du métal dans ces cloisons, essentiellement parce que, vu le cadrage du projet dans son ensemble, on n'a pas pu forcément aller plus loin dans cette question. Mais au moment du choix des matériaux, ça nous semblait vraiment opportun de prendre en compte cette demande et de se dire, ben oui, il n'y a aucune raison de ne pas réinterroger le cloisonnement dans les logements. D'accord. Et est-ce que du coup, vous avez creusé un petit peu la possibilité de passer en électricité biocompatible ou pas? Non. Non, parce que je vous dirais que toutes les choses mises bout à bout, on ne savait pas, d'ailleurs, c'était une des grandes questions pendant toute la conception de ce projet, c'était où est-ce qu'il fallait qu'on place les curseurs. Ça a été une discussion très, très compliquée. Voilà, donc à chaque fois qu'on arrivait avec quelque chose de nouveau, on nous regardait avec des yeux un peu bizarres. Donc là, j'aurais envie de dire qu'on a trouvé on est sur les curseurs hauts. Je pensais, enfin voilà. Ok. Bon, peut-être faudra, comme conseil, surtout s'il y a une personne sensible, bien éloigner au maximum les passages des gaines électriques si elles ne sont pas blindées. Surtout dans les chambres et autour des lits. Alors, on a sur ce point-là, on a quand même, avec le suivi des consommations, je ne m'y suis pas attardé, mais avec le module FHE, on a des prises commandées, donc on peut même avec le smartphone couper certaines alimentations. Voilà, donc, par exemple, toute la partie télé, et on peut faire ça sur les chambres principales, on peut couper l'alimentation complètement la nuit ou sur programmation. Donc, on a ça et on n'a tout est fait en filaire. On n'a aucun Wi-Fi. Okay. Emmanuel, si tu veux poser ta question, vas-y. Eh ben, merci pour la présentation globale, on va dire, du projet. Effectivement, il y a peut-être certains points qu'on n'a pas pu aborder, mais évidemment, on a compris ce projet et l'impact du projet à la fois sur son aménagement et sur ses prescriptions, on va dire, techniques. J'ai une question sur la part de l'utilisation de la lumière naturelle. Je voudrais avoir une réponse là-dessus en termes d'autonomie lumineuse sur ce projet. Moins que de la FLJ. Est-ce que vous pourriez peut-être m'en dire un tout petit peu plus? Et quelle part de la lumière artificielle est utilisée à peu près dans les consommations? Voilà, à peu près. Alors, je ne l'ai pas en tête. Ça va être difficile de vous donner des chiffres. Après, on est très vitré. Il y a un point qui a fait débat avec l'architecte, qui est le collectif avec la coursive extérieure.
Donc, du coup, on a une coursive extérieure qui permet d'être traversant. Donc, c'est vraiment très, très important, cette coursive extérieure. Sauf qu'elle est profonde et elle amène moins de luminosité sur cette façade-là du collectif. Voilà. Donc, on a essayé de l'améliorer en créant des trous, en limitant cette profondeur. Après, je voudrais juste rajouter un petit regard très archi, mais c'est exposé plein ouest. Les gens rentrent chez eux le soir, la lumière se couche et la lumière pénètre par toutes les fenêtres des cuisines. Non, mais ça, la thermique, effectivement, on est bien d'accord. Il y a cet aspect, bien sûr. Je voulais juste attirer votre attention, vu les résultats de FLJ, juste pour être prudent sur ce point-là. Voilà. Une première question. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment est-ce que vous êtes organisé sur le participatif. Alors, j'ai compris qu'il y avait une vraie action tout au long de la démarche, et c'est hyper intéressant. Comment est-ce que ça a été animé? Qui l'a animé? Les décisions finales sont prises comment? Ça c'est hyper intéressant parce que c'est pas toujours évident dans les projets. Alors oui, c'est pas évident, surtout que l'habitat participatif, c'est une longue histoire. On y est depuis 2014. Le groupe a changé souvent, parce que le temps a obligé certains participants à en partir. Nous avons des règles de gouvernance qui ont été... Alors, Frédéric Joson pourra en parler aussi, puisqu'il a évalué aussi cet aspect. Quoi dire de plus? Peut-être Frédéric. Beaucoup de réunions avec l'architecte. Alors, énormément de réunions avec l'architecte et FDI. Alors, il faut les remercier parce que je crois qu'on les a... un habitat participatif, ça demande beaucoup de patience de la part des professionnels. Là, on a travaillé très, très souvent avec eux. Nous avons... alors, nous n'étions pas toujours tout le groupe parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des obligations. Nous avons chaque fois essayé d'être très communicants et de faire participer en différé ou en présentiel tous les acteurs. Et bien, nous avons cheminé essentiellement bénévolement seuls, avec un coach, deux coachs de l'association Écohabitons. Et puis, voilà, nous avons... Vas-y. Je rajoute juste une chose dans cet accompagnement. Nous, côté archi, on aurait pu avoir un partenaire qui ne soit pas archi. C'est-à-dire que dans un groupe d'habitants, je crois que c'est important de le redire, une personne qui soit là pour accompagner le groupe, mais spécifiquement. C'est-à-dire que là, parfois, on a senti le groupe un peu seul face à lui-même. Et je pense que ça aurait été nécessaire que l'accompagnement se fasse aussi par une tierce personne. Elle est arrivée à... Voilà, je précisais ça. Frédéric Joson, tu peux dire un petit mot? Oui, alors effectivement, donc sur ce projet, donc, du coup, moi, en tant qu'accompagnateur, parce que moi je suis dans la SICAP Fab et du coup mon métier c'est d'accompagner des projets d'habitat participatif. Je ne suis pas du tout intervenu en tant qu'accompagnateur pour le coup, mais juste en tant qu'auditeur pour le référentiel habitat participatif. Donc c'est un peu un projet que j'ai découvert en faisant passer ce référentiel. Et j'ai pu effectivement voir un groupe très autonome qui a effectivement participé à toutes les décisions et à tous les processus qui sont nécessaires à mettre en place dans une opération immobilière, surtout de cette ampleur-là, parce que c'est quand même pas un tout petit projet. Et par contre, le truc, c'est qu'effectivement, c'est un collectif de non-sachants, on peut dire au départ, dans le cadre de l'immobilier. Et quand des personnes comme ça apprennent en marchant, parfois on tombe sur les genoux, on s'égratigne, et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais des égratignures, on en ressort grandi, on en ressort en sachant encore plus de choses à chaque fois. Et ce groupe s'en est sorti. Et aujourd'hui, à travers le référentiel, on peut constater que la participation est vraiment là et qu'ils ont effectivement été dans toutes les prises de décision, avec des procédures qui parfois nécessitent aussi une amélioration. C'est ce qui est ressorti du référentiel. Les prises de décision étaient parfois écrites d'une certaine façon, pas forcément respectées dans
dans l'action en réalité, mais dans tous les cas, cette prise de recul liée au référentiel permet aussi d'avancer, permet aussi de prendre conscience, permet de prendre du recul sur le projet, et ça fait aussi, je pense, apporter une certaine aussi au groupe. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est un groupe qui a appris en marchant et qui, en apprenant en marchant, a appris beaucoup de choses et est devenu très autonome sur son opération. Moi, je vais intervenir parce qu'il y a deux choses. Il y a la gouvernance, effectivement, de l'association, enfin, du groupe d'habitants, et ensuite, il y a la gouvernance de projet. Et effectivement, l'association a avancé, on va dire, seule et manifestement d'une très belle manière. Mais FDI Habitat les a accompagnés également dans leur expertise de maître d'ouvrage. Et c'était d'ailleurs des échanges très intéressants parce qu'on s'est retrouvés, j'en ai parlé tout à l'heure, on était proche d'une co-maîtrise d'ouvrage. On a travaillé en toute transparence. Ce sont à la fois nos associés, si on peut dire, sur cette opération et aussi clients locataires ou clients accédant à la propriété. On a travaillé à livre ouvert, que ce soit d'un point de vue juridique, financier, sur la commercialisation. On a un service commercial chez FDI Habitat. En aucun cas, le service commercial a vendu quoi que ce soit. Les prix je dirais, la grille de prix s'est faite en accord avec l'ensemble des parties prenantes. On ne commercialisait pas, c'est de la cooptation. C'est le groupe Ecolor qui cooptait finalement leurs futurs voisins. Donc on est dans cette double gouvernance, une gouvernance pour l'habitat participatif, enfin pour le groupe d'habitants, et la gouvernance de projet, où en tout cas, il me semble que l'accompagnement s'est fait en symbiose, disons-le, et je pense que cette relation de confiance s'est faite progressivement, et aujourd'hui, il me semble qu'elle a été essentielle au succès du projet. D'accord. Merci beaucoup. J'ai juste dernière question. J'ai entendu très vite sur la partie structure, béton, dommage. Oui, je suis peut-être OK, bon, béton, dommage. Est-ce que vous avez travaillé justement sur la qualité du béton et de quelle manière pour aussi, même si on a vu que le VRD avait un fort impact, pour peut-être diminuer l'impact carbone sur le béton? Alors, on l'a limité au strict minimum de ce qu'on pouvait faire. Oui, Gilles Amblard, là, je prends la parole en tant que bureau d'études structure. On est parti sur ce projet, nous sommes partis sur l'alliance des matériaux pour leur performance propre de chacun d'eux et les employer à juste proportion pour les avantages qu'il apportait. Du béton, on en a besoin pour la structure, pour l'inertie thermique nécessaire au confort d'été, et aussi pour l'isolement acoustique entre les logements. Et tout ça dans le respect d'une économie de projet. On aurait pu très bien imaginer, par exemple, un bâtiment collectif entièrement en structure bois, ça on sait le faire, mais on aurait d'une part obtenu des épaisseurs de parts bois assez importantes qui rendaient difficilement réalisable le projet dans la surface imposée, et puis également des coûts assez importants, ne serait-ce que pour avoir des parois en ossature bois qui assurent l'isolement acoustique réglementaire et recherché entre deux logements adjacents ou superposés, alors qu'une simple dalle de béton, on en maîtrise le coût, l'épaisseur, et on bénéficie de son inertie thermique dès l'instant où on utilise du bois comme matériau enveloppe avec son isolation répartie pour faire un manteau, par exemple pour le collectif. On a reconduit également ce principe sur les villas. Alors quand on parle... Oui, je ne remets pas en cause le béton, hein. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas le sens de ma question. C'est quelle qualité de béton vous allez utiliser à équivalence d'un béton classique pour aller chercher du C2. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses à aller voir. C'était simplement, peut-être, est-ce que vous l'avez travaillé? On ne l'a pas encore trop exploré, cette voie, mais effectivement, il y a des bétons avec des granulats de réemploi. Mais encore une fois, le béton, on l'a réduit à sa simple proportion pour là où il était nécessaire dans une mixité, efficacité, économie de projet. Et puis également, on a fait appel à beaucoup de matériaux de type maçonnerie, de façon à permettre l'accès à ce projet à des entreprises locales qui sont plus des entreprises de maçonnerie que des majors du BTP.
Donc, on a axé vraiment la conception sur, bien entendu, un peu de béton prêt à l'emploi, avec des granulats de réemploi, mais surtout des ouvrages en maçonnerie. Les refentes du collectif ne sont pas en béton banché, mais en aglo-plein. Voilà. Ensuite, les planchers chauffants type 1000 watts de KP1, c'est un procédé qu'on a utilisé déjà sur une crèche à Rocamore avec Inextenso. Donc, c'est un procédé qui a été mis au point par KP1, qui est un des acteurs majeurs de la conception d'ouvrages préfabriqués, et notamment des planchers préfabriqués, qui est basé à Bédarieux et puis sur Avignon. Et donc, ce sont des produits qui permettent d'éviter l'empilement des matériaux, puisque la chape chauffante est également la table de compression du plancher préfabriqué. Donc, on a travaillé sur toutes ces pistes pour vraiment limiter l'emploi du béton, mais on était contraint par des dimensions d'ouvrage et une économie de projet également. Donc, on a essayé d'être raisonnable et de faire en sorte d'utiliser le bon matériau pour le bon emploi dans les justes proportions. Merci pour cette réponse. Je vais laisser la parole à Christophe Herny qui a une question aussi en tant que membre de la commission. Et puis après, sa question, si vous le voulez bien, on passera aux questions du public, sauf si vous avez des impératifs. À toi, Christophe. Déjà, félicitations pour ce projet. On est très impressionné par le travail réalisé, la démarche participative mise en place et toutes ces innovations que vous avez listées notamment. Moi, j'en verrai même peut-être d'autres que vous n'avez pas listé en emploi d'innovation. Je ne suis pas sûr que l'aspect ventilation nocturne, comme ce que vous avez mis en place, on le voit souvent dans du collectif comme cela. J'ai plus l'inventaire en tête. Le réemploi aussi, je trouve très intéressant, les filières locales. On n'a pas trop parlé de mobilité. Est-ce que c'était un sujet qui a été évoqué? Est-ce qu'il y a une... Peut-être qu'il n'y a pas eu de demande des futurs habitants sur ces aspects-là, d'écomobilité, de vélo, de parking, etc. Est-ce que c'est un sujet qui a été C'est d'autant plus un sujet que je suis vice-présidente de la mobilité pour le Conseil de développement de l'agglo du Pays de l'Or. D'accord. Alors, nous avons essayé de limiter le nombre de voitures. Nous savons que nous ferons du partage de voitures. Nous avons des grands garages à vélo. Nous ferons de la réparation de vélos parce que j'ai aussi créé l'association Vélo Pays de l'Or. Et nous avons une piste cyclable qui traverse la ZAC, qui sera connectée avec aussi la piste cyclable qui est en train d'être terminée pour aller au pôle multimodal de Bayargues et on est relié aussi par une piste cyclable au centre-ville de Moguio. Nous sommes à 800 mètres du centre-ville. Il y a une station d'autopartage juste à côté aussi de la oui. Donc, oui, il y a juste au sud du bassin paysager, il y a un parking d'autopartage. Est-ce que je peux en dire plus? Parfait. Isabelle, je crois que tu avais peut-être une question, tu as levé la main. Ton micro, Isabelle. Pour soulever la qualité de la présentation, tant des supports que du fond du projet, bien entendu. Alors, un point qui n'a pas été abordé, mais je pense que c'est par manque de temps, le côté matériaux sains. Et là, les aspects santé, voilà, vous avez parlé du confort thermique dans le confort d'hiver, confort d'été. Oui. Et au niveau des matériaux intérieurs, des revêtements, est-ce que ça a été pris en compte? Oui, on a de la paille de riz, on a côté intérieur, on a le revêtement de sol de l'étage des villas est un linoléum, le reste est en carrelage. Oui, on aura bien sûr toutes les prescriptions nécessaires sur les finitions de peinture. On amène aussi le bois brut en finition de cloison. En remplacement de la plaque de plâtre. En remplacement de la plaque de plâtre, voilà. On a tous les isolants. Et tous les isolants. Les isolants, mais oui, mais... Et sur les activités, alors là, c'est la santé côté extérieur. Donc, on a des champs. C'est les champs agricoles ou qu'est-ce qui est à c'est des champs côté nature?
Effectivement, notre parcelle est à la limite de la ZAC, est à la limite aussi de la zone de collecte des eaux, j'aurais pu savoir comment ça s'appelle, cette zone ne sera jamais construite parce que c'est la collecte des eaux pour la commune de Moguio-Carnon, donc il y a des prescriptions anti-pesticides. Captage des eaux, merci. Vous êtes protégés. J'arrivais pas à trouver le mot captage. Captage des eaux, voilà. Merci. Claire, tu as une question ou pas? Ou on peut passer aux questions du public? Oui, Claire a une question. Je active ton micro, s'il te plaît. Oui, vraiment, enfin, c'était une toute petite question, vous n'avez pas eu le temps de l'aborder. Bon, déjà, félicitations pour un projet qui va très loin dans beaucoup de domaines et une remise en question, notamment d'acteurs comme des bailleurs sociaux, vraiment très intéressante, je trouve. Mais ma question, c'était sur l'optimisation du photovoltaïque. Vous êtes passé rapidement dessus par manque de temps, mais je voulais savoir par rapport à l'autoconsommation, comment c'était prévu d'être géré. Alors sur les villas, on a un kit par villa qui a une autoconsommation et qui est géré par un module qui va permettre d'activer en fait un ballon de stockage ECS ou dès qu'il y a du soleil, on va pouvoir activer des appareils qui consomment de l'électricité. Donc on va essayer d'optimiser l'autoconsommation des villas. Sur le collectif, c'est plus compliqué. L'autoconsommation collective, bon, pour l'instant, on se casse les dents à chaque fois. Il y a assez peu de consommation sur les services généraux, donc on se dirigerait soit vers une revente totale, soit vers un mix revente et autoconsommation sur les services généraux. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette séquence de questions-réponses. Est-ce que dans le public, vous avez des questions à poser à l'équipe projet? Je ne vois pas de main levée pour le moment. Est-ce que dans le forum de discussion, il y a des choses qui se passent? Excusez-moi, j'arrive pas à lever la main là, dans le public. Allez-y alors. Présentez-vous par contre. Oui, bien sûr. Guillaume Niel, donc bureau d'études structuré enveloppe et aussi habitant d'un habitat groupé depuis 7 ans. Concernant le béton, et la question qui a déjà été posée par la commission sur les optimisations pour le C2, pardon. Est-ce que vous avez envisagé au moins d'avoir du ciment type Ecosem avec du laitier de hauts fourneaux recyclé? Ça réduit, c'est pas beaucoup plus cher et ça divise par 2 le bilan carbone. Ensuite, il y a la possibilité aussi comme j'ai compris que vous aviez mis du parpaing, notamment dans des séparatifs avec des sujets d'acoustique à traiter, de faire du parpaing creux et de le remplir avec de la terre. C'est-à-dire que la terre n'est pas là pour de la mécanique parce que le parpaing tient tout seul, mais ça sert à faire le remplissage et à traiter l'acoustique et du coup avec un remplissage bas carbone, quoi. Voilà, deux possibilités. Pour l'acoustique, on a travaillé avec le bureau d'études acoustiques et malheureusement sur la terre, il y a très peu d'études et le bureau de contrôle ne suit pas, quoi. Ne suit pas pour le remplissage. Oui, on n'a pas réussi à faire plier notre bureau d'études acoustiques sur plusieurs propositions qui ont été faites pour traiter ces refends intermédiaires entre logements. Là, on a eu un peu un peu de difficulté à arriver à nos fins. Voilà. D'accord, bon. Dommage, ça a déjà été fait, alors peut-être il faudra des retours d'expérience, mais Jean-François Collard, notamment architecte, l'a déjà fait. Alors nous, on n'a pas eu l'idée de le faire pour notre habitat, on aurait pu parce qu'on avait le même système de refend. Et après, dernière question sur sur l'usage et le participatif. Sur le parking que vous avez fait en rez-de-chaussée qui est couvert, est-ce que vous avez anticipé la possibilité que la réduction de l'usage de la voiture libère un peu d'espace et que du coup ces zones en rez-de-chaussée puissent être requalifiées pour avoir un autre usage, soit partagé, soit même, j'en sais rien, on pourrait faire à terme un logement de plus. Est-ce que ça a été envisagé? Est-ce que ça a été anticipé? Voilà. Alors, c'est une orientation donnée par l'atelier Richesse à Paris. C'est une notion qui est interrogée sur la ZAC. Nous, spécifiquement sur notre lot, on n'avait pas une demande de répondre à cette attente,
Mais il n'en reste pas moins que tout le traitement des façades est et ouest de ce parking reste complètement ajouré puisqu'on vient de l'habiller simplement avec une clôture bois, ce qui pourrait laisser envisager de le refermer à un moment donné. C'est un peu comme ça que Richesse aussi a proposé cette orientation. Je ne sais pas si je suis clair. Si, oui. Non, je fais juste le retour parce que sur notre habitat groupé à Toulouse, à Ramonville, on avait l'obligation d'avoir 2 places de parking par logement et donc on a mis toutes les voitures dehors et les garages couverts, bon, ils sont devenus un petit peu autre chose, on va dire. Là, la différence, c'est que dans le PLU, on est donc sur du logement social, donc on nous demande 1 place par logement. D'accord. Et puis le partage est le suivant, c'est les locataires qui seront en parking couvert et les acquéreurs qui seront en parking ouvert. Et on sait déjà qu'il y a plusieurs places qui sont obligées, parce qu'il y a une réglementation, en particulier les places qui sont autour de l'atelier partagé, qu'on n'utilisera jamais en place de parking. D'accord. Il y a une question de Franck Barbier dans le public. Franck, tu nous entends? Tu actives ta caméra si ce n'est pas le cas. Ton micro, pardon. On n'entend pas Franck David. On m'entend? Oui, c'est bon, on t'entend de loin. D'accord, bon, je me rapproche du micro, je ne sais pas où il est. Donc, Franck David Barbier, architecte, j'ai une question d'ordre général sur le groupe de maîtrise d'œuvre, sur les temps de conception dans un tel projet. Je n'ai pas compris. On n'a pas compris la question. Donc, c'est une question sur les temps, la durée de conception sur un projet. Alors, on a eu, à un moment donné, on a eu une date butoir car il fallait qu'on dépose un permis de construire pour la fin de l'année 2019, ce qui a clos une année de conception. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que après, en janvier 2020, le groupe continuait à se constituer ou à se modifier. Donc, on a été en conception quasiment jusqu'en phase pro DCE. D'accord. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Je n'en vois pas. Est-ce que Noémie, tu vois des questions dans le forum de discussion? Non, je ne vois pas de main levée. Excuse-moi, le forum, Christophe, c'était plutôt moi. Donc, il y a eu plusieurs questions. Alors, sur la géobiologie, est-ce qu'il y avait, une intervention par rapport au sous-sol ou si c'était juste par rapport aux fréquences électromagnétiques rapportées par la construction? Il y a des choses sur le photovoltaïque, l'autoconsommation qui ont été partiellement répondues tout à l'heure, donc on pourra peut-être y revenir dans le compte-rendu. Et il y a aussi une question sur la ventilation naturelle, s'il est possible de développer cet aspect. Donc après, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez traiter, qu'est-ce qu'on a le temps de traiter? On a le temps de traiter peut-être la question sur la ventilation, si jamais ça vous va. Les autres questions, la géo, c'était quoi la question sur… Si l'intervention du géobiologue avait concerné le sous-sol ou pas? Il y a une intervention sur le terrain. Bon, mais on n'a peut-être pas le temps. Et Leslie n'est pas en présentiel, donc peut-être qu'on peut répondre plus tard. Oui, ça marche, oui, on parfait, fait comme parfait, ça. okay. Et puis sur la question de la ventilation, peut-être vous pourrez répondre, la ventilation naturelle du projet? Oui, mais là on est traversant et puis on a surtout ces volets, donc des volets coulissants avec des lames orientables pour les chambres. Donc ça permet à la fois de fermer et d'ouvrir les lames pour avoir de l'air qui circule. Et dans les séjours, on a vraiment un ouvrant dédié qui permet d'avoir une protection anti-intrusion devant avec éventuellement une moustiquaire et qui permet de laisser passer de l'air sans avoir à ouvrir les volets, sans avoir à ouvrir les baies vitrées. Parce que la nuit, une ouverture de baie vitrée ou juste laisser les petites lames du volet roulant coulissant, du volet roulant, on voit que ça marche pas bien. Hein. À la fois, les gens n'ouvrent pas les fenêtres par peur d'intrusion, les lames de volet roulant, il n'y a pas assez d'air qui circule. Voilà, donc là, on a des ouvrants.
On a aussi insisté auprès des habitants, en tout cas des villas, pour qu'on positionne des Velux sur les pans nord des villas pour avoir un vrai tirage. Alors les Velux sont tous protégés aussi, c'est-à-dire qu'on peut éviter les rayonnements même en été. Voilà. D'accord. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à l'attribution des points de bonus d'innovation, d'habitat participatif et de cohérence durable. Je vais demander à chaque membre de l'équipe projet d'afficher les points qu'il a attribués au projet et de les reporter aussi dans le forum de discussion pour qu'on puisse les relever, parce que je ne sais pas si Sandrine va pouvoir tout visualiser. Donc, si vous pouvez aussi les reporter dans un deuxième temps dans le fil de discussion. Sandrine, tu me dis quand est-ce que tu as noté les participants pour que je puisse leur donner la parole? Alors, peut-être qu'on va... Pardon, je pense que le mieux, c'est que chacun affiche son score et le discute après. Comme Allez, ça, on fait comme ça. on part Ça en marche. simultané parce que du coup, je vois Christophe d'abord qui apparaît. C'est moi qui vais distribuer si je... Eh ben, vas-y, alors je te laisse dérouler le... Si tu es prêt. Non, pas Christophe. Pardon. Alors, je vois... Soit Emmanuel, soit Isabelle qui ont levé leur... Emmanuel, tu peux nous dire... Donc, Emmanuel, tu nous entends? Là, il faut que tu affiches le micro, pardon. Ouais. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, attends, je veux bien revoir ton score. Ça s'affiche juste. Donc, on a 2 points d'innovation. 8 en cohérence et 4 points en habitat participatif. Je peux, si tu veux nous commenter ton score. Emmanuel? Oui, alors, oui, sur l'habitat participatif, 4 points. Voilà, je ne vais pas plus loin sur. Je trouve que c'est une très belle démarche sur à la fois l'organisationnel associatif, mais aussi l'intégration le bailleur et l'association. C'est peut-être pas toujours évident à gagner, et à l'équilibre économique, je pense que visiblement ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, j'ai mis 4 points. Sur la cohérence durable, je crois qu'on a tous noté, effectivement, c'est un projet clairement qui dénote une vraie cohérence, que ce soit sur les aspects bioclimatiques, mis à part le fait que vous n'ayez pas eu d'impact sur le bâtiment et sur ses orientations, mais vous avez fait des efforts autrement, donc c'est très très intéressant sur le procédé constructif, sur la biodiversité, sur les interpénétrations entre la ZAC et votre futur beau projet. Donc pour ça, 8 points. Sur l'innovation, je serai plus en attente. Donc j'ai laissé 2 points pour. Alors vous avez demandé, j'ai plus en tête, mais vous avez demandé 1 point pour la paille de riz. Et cette filière, sur la filière, et puis il y avait 1 point sur le participatif aussi. Est-ce que Cyril, tu pourrais réafficher peut-être la diaporama des points bonus innovation? Merci. Voilà, l'espace partagé et paille de riz. Donc, c'était la paille et les espaces partagés. Entendu. Merci. Merci. Donc, qui était prêt à afficher je crois que Gwendoline, tu étais prête. Alors, est-ce que je ne te vois plus? Alors, attends, est-ce que j'ai... Non, pourtant j'ai... Arrêtons. Alors, j'ai mis... Donc, pour les innovations, je ne les répartis pas tout à fait comme elles sont demandées parce que
certaines ne sont pas vraiment innovantes, ça a déjà été vu, mais j'ai mis 5 au global parce que vraiment, vous avez été loin dans les choix. Il y en a certaines qui ne sont pas demandées, qui auraient pu l'être. Réussir à faire modifier une ZAC, chapeau. Moi, je trouve que c'est bravo d'avoir réussi à faire bouger quelques lignes comme ça. Le réemploi qui vient dans l'air du temps, mais qui n'est pas si souvent fait. Et puis cette équipe, cette co-maîtrise du usage réel. Voilà, on aimerait que ce soit tous les projets comme ça, et ce n'est pas le cas, donc bravo. Et au global, je vous accorde ces 5 points d'innovation, même si, voilà, le terme des points forts, on va dire. Sur la cohérence durable, je m'emballe, je vous donne 10 par encouragement, parce que les quelques points voilà, qu'on pourrait croire un peu critiques, c'est plus un problème avec voilà, le BET acoustique, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, c'est pas tant de votre sort, et on sent que vous êtes vraiment posé beaucoup de questions en allant toujours loin. Donc voilà, moi, je voulais encourager ce projet et sortir le 10, qui n'est pas si courant. Et puis, pour l'habitat participatif, je fais confiance au référentiel et j'accorde les 4 points. Merci, Gwendoline. Donc, Isabelle, tu étais prête avec ton micro? Si tu peux nous laisser ton... Donc, je note, hein, mais tu peux les commenter aussi. On trouve 4 points pour l'innovation. Peut-être qu'il y en a un que tu n'as pas retenu. Alors, pardon, tu peux remettre ton micro en service? On ne peut pas le faire pour toi. J'ai regroupé l'énergie en un seul point d'innovation pour ma part. Et j'ai laissé les 3 autres. J'en aurais presque rajouté un sur le réemploi, mais j'attendrai la phase chantier. Et c'est aussi ce qui m'amène à mettre 9 en cohérence durable et pas 10, pour laisser encore une petite marge de progression. Sinon, c'est un projet qui est très très cohérent et qui a poussé en effet tous les thèmes. Alors, j'ai pas eu le temps de revenir tout à l'heure. J'ai bien aimé le découpage sur les zones non imperméabilisées, parking, zone piétonne et zone circulante, avec les pourcentages et puis les techniques mises en œuvre justement pour aller chercher à ces endroits-là d'autres types de revêtements que les revêtements classiques et qui nous plombent justement la perméabilité. Alors juste, Hugues, si tu utilisais autre chose que le gris sur le parking, ça valoriserait encore plus. Qu'au début, on voit ce gros parking gris, je me suis dit, oh là là. Puis non, en fait, il n'est pas gris. Voilà, donc 9 sur la cohérence durable. Et puis, je laisse faire les professionnels de l'habitat participatif, 4. Donc la note qui a été proposée. Et là aussi, j'ai bien aimé le lien vers le territoire et j'attends de voir aussi comment ça va se concrétiser. Cette envie de tisser du lien avec les associations qui sont autour de ces logements. Merci Isabelle. Donc Christophe, tu es prêt maintenant? Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai écrit avec un stylo, j'aurais peut-être pas dû. Donc, je l'ai écrit dans le chat. Donc, pour l'innovation, 5 points. J'ai vraiment apprécié la démarche et donc j'ai inclus des points que vous n'avez pas demandé pour des éléments que, comme tout à l'heure, effectivement, j'estime des points forts, même si tout n'est pas innovation. Donc, bravo pour cela. Pour la cohérence durable, allez, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour aller à 10 ? Je ne sais pas, peut-être ne pas avoir vu sur les voitures depuis certains appartements, mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire avec les difficultés du foncier. Mais c'est vrai que... Bien, c'est 9. Hein. Voilà, c'est 9. Effectivement, c'est un point important quand dans des résidences, on arrive à éloigner les voitures, les parkings des appartements, on gagne absolument énormément en confort. Mais bravo pour cette cohérence durable à l'échelle du projet, on ne va pas venir en détail sur tout. Et pour l'habitat participatif, je valide les 4 points. Merci Christophe. Et Claire, donc?
pour terminer, tu seras la dernière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bien, très très bien. Bon, alors du coup, c'était donc j'ai gardé 5 points pour les innovations. J'étais un peu dans l'esprit de Gwendoline, notamment par exemple pour la géothermie, j'aurais peut-être mis qu'un point, mais il y a d'autres aspects vraiment sur lesquels vous êtes allé très très loin et que j'avais envie de souligner avec l'ensemble des points que vous demandiez. La cohérence durable, je suis allée jusqu'à 9 parce que vraiment, il y a vraiment une impression de cohérence, même au niveau de l'équipe, de la synergie qui a pu se créer au niveau de l'équipe de conception, les habitants, vraiment le bailleur social, avec un esprit d'expérimentation, de retour sur investissement, enfin, et vraiment que je trouve très très intéressante. Et bon, et tous les points sur lesquels vous allez très loin, sur notamment le confort d'été, et vraiment, j'ai l'impression que vous osez aller loin et c'est important. Et j'espère que ça pourra se réaliser malgré des contraintes qu'on a parfois. Et vraiment, c'est un projet très enthousiasmant, je trouve. Et au niveau des points pour l'habitat participatif, j'ai gardé les 4 points demandés. Je fais confiance au référentiel également. Bon, alors je peux donc faire les totaux. Christophe, donc on récupère en innovation 4 points, en cohérence durable 9 points, en habitat participatif 4 points, ce qui nous fait, à partir des 70 points issus du référentiel, 4 plus 9 plus 4, on arrive à 94 points, donc le niveau or est bien validé, et même plus que bien validé. Voilà. Donc je te laisse la main, Christophe, pour conclure. Avec ton micro, ce sera plus facile. Oui, excusez-moi. Je disais bravo à vous, équipe projet, d'avoir présenté ce projet et d'atteindre ce niveau aujourd'hui en conception. Par contre, on ne vous voit plus à caméra. Est-ce que vous l'avez désactivé? Non. Ce serait bien de vous revoir si c'est possible. Non. En tout cas, un grand merci à vous. C'est qu'on ne doit pas être sur ta mosaïque, mais on est par là. D'accord, bon, bah, ça doit être mon affichage qui doit pas fonctionner. En tout cas, voilà, je souhaitais vous féliciter, hein, en tout cas, et j'espère que l'expérience de la commission numérique vous a plu à tous. Et le prochain rendez-vous, ce sera en juin. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir vous inscrire aussi. Et voilà, j'imagine que vous avez vu le partage d'écran avec le petit clin d'œil de la médaille obtenue à la fin de l'évaluation. Si tout le monde veut réactiver sa caméra, ça permettra de rendre le côté humain définitivement à cette commission et puis de féliciter en faisant un signe de la main à l'équipe projet qui s'est présentée. Merci et bravo à vous. Vous aussi. Et bravo pour avoir tenu le timing en présentation, ce n'est pas toujours le cas, donc j'avais envie de le souligner. Avoir tenu le temps. Le temps. Les 20 minutes de présentation, vous êtes bien réparti les tâches et vous avez su accélérer pour tenir pour être dans les temps, donc bravo. Merci. Allez. Eh bien, je vous dis à bientôt alors. Bonne continuation. Bonne continuation. Au revoir. Merci à toi. Au revoir, merci.